Comment on devient directeur cabinet de recrutement? Tu le deviens par ta performance, ta capacité quand même à être endurant dans le business, ta capacité à comprendre les gens. D'ailleurs, moi au début, j'étais pas un très bon manager. Tu peux rapidement être un peu tétanisé à l'idée de prendre ton téléphone et d'appeler des gens qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont jamais attendu, par ailleurs. Est-ce que tu te souviens de la meilleure performance d'un de tes top billers dans tes équipes? Peut-être qu'il y en a un qui avait fait 500 000 Ok. par an. Être indépendant ou à son compte, c'est pas forcément travailler moins et gagner plus non plus, tu vois. Rien n'est plus efficace que le téléphone. C'est un avis purement personnel. Tout début, il m'a dit mais en fait Camera, je passais mes calls, il m'écoutait et tout. Et il me dit mais Camera en fait, t'es pas technique, mais t'es sympa. Ouais. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Grégory Lachmani. Bonjour Grégory. Salut Camera. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Super. Grégory, j'ai voulu effectivement, en tout cas, je t'ai proposé d'intervenir dans ce podcast parce que tu as un super beau parcours en cabinet. Tu as évolué, je crois, pendant un peu plus de 13 ans chez Walters People, devenu aujourd'hui Robert Walters. Tu étais le numéro 2 de la boîte. À ton départ de mémoire, tu dirigeais 6 business units, 50 collaborateurs, avec un périmètre de 20 millions de chiffres d'affaires. T'es bien renseigné. Et accessoirement, tu étais aussi mon N+3. Donc le temps passe. Donc c'est la raison aussi pour laquelle voilà, j'ai voulu que tu interviennes. Je pense que tu as énormément de choses à nous partager de par ton expérience. Mais avant qu'on revienne sur cette expérience, du coup, je sais que tu commences ta carrière en banque alors qu'à la base, tu as un master en commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce virage ? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai un parcours où j'ai repris mes études après un bac+2. J'ai commencé initialement à avoir un DUT en gestion. J'ai poursuivi ça avec une MSG, qui est un diplôme qui n'existe plus. Et puis après cette maîtrise, j'ai voulu sortir un peu du domaine de la gestion et de la finance et je suis allé à l'IAE de la Sorbonne faire un master commercial et marketing. Et c'est dans ce cadre-là que effectivement j'ai changé de voie parce que j'avais fait ma maîtrise en alternance dans la banque, dans de la gestion de projet. C'était un peu obscur pour moi à l'époque. Et donc après, voilà, je me suis dit, j'ai envie d'être au contact des gens, des clients, et j'ai plutôt voulu orienter ma carrière sur une carrière commerciale. Comment tu découvres l'univers, le secteur des cabinets de recrutement ? Par hasard, alors c'est pas un scoop, mais on est tous tombés un peu là-dedans par hasard. Moi, j'avais un ami qui travaillait à la concurrence à l'époque, chez Robert Half, qui connaissait l'ancien patron de Robert Half, qui a donc Alain, qui est allé chez Walters, et il m'a recommandé auprès de lui, il m'a mis en relation, et puis j'ai commencé en 2007 à travailler dans le consulting en recrutement, en qualité de consultant. Tu savais que ça allait te plaire à ce moment-là ou pas encore ? Je ne savais pas trop, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on était sur de la prestat de service indirect, de la prestat de recrutement. Et ce qui était intéressant chez Walters People, c'est qu'ils étaient spécialisés sur les fonctions finance. Et moi, comme j'avais un background financier, j'avais même au tout début de ma carrière commencé sur des métiers de comptable assez classiques. Donc je me suis dit, allier à la fois le business tout en ayant une maîtrise un petit peu du monde de la finance, je me suis dit pourquoi pas. Et puis rapidement, je me suis aperçu que je comprenais déjà les métiers, j'avais le même niveau de discours que les directeurs financiers ou que les contrôleurs de gestion avec qui j'interagissais. Donc je me suis dit, je vais mixer ces deux compétences, finance et commerciale, et je vais le mettre au profit du recrutement. On s'interrompt 2 minutes pour vous présenter Calent. Calent, qui est un outil de sourcing pour les recruteurs, qui est plébiscité par la communauté Headlinker et qui nous fait l'honneur d'être le sponsor de notre première édition de podcast. Calent, c'est un outil de sourcing assisté par IA qui permet très simplement d'identifier les bons profils dans une base de plus de 100 millions de candidats, mais également de récupérer leur numéro de téléphone dans plus de 80% des cas, de lancer des campagnes multicanales, mail, MP LinkedIn et même WhatsApp, et même d'intégrer les candidats directement dans la plupart des ATS. La liste s'allonge tous les jours. Bref, c'est un outil multi-usage, très simple d'utilisation, qui est encore une fois plébiscité par la communauté Headlinker et qu'on ne saurait trop vous recommander. Ok, super intéressant. À l'époque, quand tu intègres Walters People, vous êtes combien ? On n'est pas beaucoup. On devait être une vingtaine. Okay. On devait être une vingtaine. Moi, j'avais commencé sur la BU Banque.
Ok. Donc j'ai fait peut-être 2 ans dans cette BU. Puis rapidement, j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'évoluer. Donc j'ai pris des fonctions de manager, plutôt orienté sur la finance d'entreprise. Donc là, je devais à la fois allier une activité de production tout en manageant 3 personnes. Et puis bon an, mal an, année après année, j'ai évolué jusqu'à devenir directeur de Walters People sur plusieurs BU. Ouais. Comment on devient directeur cabinet de recrutement? Parce que En fait, tu as plein de choses. Bah, déjà, il faut en avoir envie. Parce que tu peux être un très bon producteur, mais pas forcément, t'as pas forcément une âme de manager. Mhm. D'ailleurs, moi, au début, j'étais pas un très bon manager, hein, parce que j'avais encore ce mindset de producteur. Donc, tu le deviens par ta performance, tu le deviens par ta capacité quand même je dirais, à être endurant dans le business. Ta capacité à comprendre les gens, parce que bon, plus tu prends de l'âge, plus les consultants, eux, restent des consultants relativement jeunes. Donc, il faut quand même avoir cette capacité à bien comprendre les nouvelles générations. Et puis après, ce qui te donne comment dirais-je, cette envie d'être directeur, manager, bah, c'est de penser aux autres avant de penser à toi. Moi, j'ai toujours travaillé pour mes équipes. Et dans ces conditions, cette volonté de transférer ses savoirs, ses acquis professionnels, partager un petit peu ses connaissances, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ça a contribué à mon développement personnel et intellectuel. C'était très enrichissant pour moi d'aider des jeunes consultants à s'épanouir professionnellement. C'est intéressant parce qu'effectivement, tu parles beaucoup de management et d'accompagner les équipes, notamment les juniors. On sait qu'en cabinet de recrutement, il y a un gros turnover sur cette population Mhm. de consultants. Est-ce que c'était le cas pour tes équipes? Et si oui, comment est-ce que finalement, quand on est manager, on peut accompagner au mieux les consultants juniors? Quelles clés on peut leur donner pour qu'ils y arrivent? Bon, c'est de la transmission de savoir, c'est Ouais. de la capacité à mettre en confiance les gens, de leur dire qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre, si ce n'est de se découvrir professionnellement. Donc c'est essentiellement de la mise en confiance. Tu vois, c'était là tu leur donnes des tips, des clés, mais après, l'idée, c'est qu'ils puissent eux-mêmes être en capacité tout simplement de déployer leurs activités, et puis là, ils vont gagner confiance en eux, et puis ils vont ensuite le faire par eux-mêmes. Donc c'est juste de la mise en confiance et de la transmission de savoir. Ok. Et tu penses que tout le monde peut être manager? Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont auto-centrés sur eux-mêmes, il y en a qui n'ont pas forcément surtout quand tu es producteur, ce qui est le métier de base en cabinet, tu n'as pas 12 000 évolutions possibles. Mhm. Soit tu es producteur, manager, tu peux être un producteur autonome si tu n'as pas envie d'être manager, ce qui peut être une bonne alternative. Mais pour être un bon manager, il faut développer des compétences qui sont un peu différentes du producteur. L'écoute, l'empathie, l'indulgence, tu vois, c'est autant de compétences un peu comportementales qu'un producteur n'a pas au début, puisque tout ce qui l'intéresse, c'est de faire du chiffre. Mhm. Donc, il est un peu auto-centré sur son chiffre et il voit pas ce qui peut se cacher derrière. Donc non, tout le monde ne peut pas être manager. Il faut avoir une vraie capacité à penser aux autres avant de penser à soi, avoir une vision un peu long terme. Parce que quand tu es producteur, tu as besoin de faire du chiffre tout de suite. Un manager, il faut qu'il soit peut-être un peu plus dans une vision long terme en disant on va capitaliser, on va former, on va investir, on aura notre retour d'ici 6-12 mois. Ok. Tu disais effectivement, il y a une possibilité de monter manager en cabinet, il y a une possibilité d'être producteur autonome. Comment on construit les évolutions en cabinet ou même quand on est manager, tu vois, souvent il y a des plafonds de verre qui se créent quand on veut devenir senior manager et puis après directeur associé, etc. Mhm. Quelles sont les étapes à franchir à chacun finalement des paliers qu'on peut nous proposer en cabinet? Quelles sont les compétences qu'on nous demande à chacune des évolutions qui nous sont proposées? L'idée, c'est de mettre en place un plan de professionnalisation avec le collaborateur. C'est-à-dire qu'au début, tu l'écoutes, tu vois ce qu'il veut. Est-ce que déjà, il veut devenir manager? Si oui, très bien. Une fois qu'il veut devenir manager, il faut lui donner quand même quelques clés pour bien monitorer l'activité de sa BU, qui n'est pas uniquement de faire du recrutement ou des placements. Tu as une vision un peu plus financière à avoir.
D'accord? Donc, il faut que tu maîtrises les PNL, quelle est ta stratégie d'investissement, quelle est ta capacité d'investissement. Et ensuite, une fois que tu as pu bien maîtriser tous ces concepts, eh ben, tu actionnes le plan de professionnalisation avec des formations, des trainings, des coachings, etc. Et puis un accompagnement de proximité quand même très régulier où tu es au contact de tes managers qui, eux, rencontrent des difficultés parce qu'ils étaient normalement anciennement producteurs, et donc il faut un peu leur montrer le chemin et leur apporter ton expérience, notamment en matière de patience, d'indulgence. C'est pas forcément évident quand tu es un jeune manager. Donc, si tu définis un cadre avec un plan de professionnalisation, avec des milestones ou des étapes à franchir, et que le collaborateur arrive à le franchir, eh ben, il va être un bon manager, normalement. C'est quoi, toi, les plus grands challenges, les plus grands défis que tu as rencontrés quand tu étais manager? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué quand effectivement tu devais encadrer tes équipes? Quand tu étais manager, senior manager ou directeur un peu plus tard? Parce qu'en plus, c'était pas le même niveau de... T'encadrais pas les mêmes équipes. Le défi, c'est surtout chez Walters à l'époque, c'était un groupe anglais, c'est capitalistique, avec des indicateurs de rentabilité, de profitabilité assurés. Le plus grand défi, c'était d'assurer la rentabilité, tout en ayant cette capacité à continuer à investir pour faire grandir les équipes. Et parfois, tu n'as pas suffisamment de capacité d'investissement pour faire grandir, pour continuer à recruter, parce que tu as un low performer ou tu as un top biller qui est parti, etc. Donc c'est ça la grande difficulté, c'est de maintenir un niveau de rentabilité important tout en investissant. Et donc, du coup, c'est quoi les KPI que toi, tu regardais dans ton quotidien? Si Alors, tu peux nous en parler. bien sûr, ça dépend avec qui tu as affaire. Si tu as un junior, tu vas axer ton discours sur des KPI purement quantitatifs. Ok. Fais-toi la main, appelle dans le vide, c'est pas grave, appelle un candidat, tu verras bien ce qu'il te donne comme info. Ton objectif, c'est de faire du quanti et d'accumuler et de collecter de l'information. Une fois que tu as collecté de l'information, tu viens me voir et on va essayer de la retravailler ensemble pour ensuite essayer de déployer une action commerciale. Si tu interviens avec des fonctions un peu plus confirmées, tu t'en fous du quanti. Toi, tout ce que tu vas regarder, c'est son taux de transfo. Combien il a pris de job, combien il en transforme. Basta. Et s'il fait 3 appels, c'est pas grave. S'il a fait 2 placements dans la semaine, on est content. Donc, tu as des obligations de moyens pour un junior. Du quanti, il se fait la main, voilà, il charbonne, on est tous passés par là, alors c'est pas évident. Et c'est là où il peut y avoir un phénomène de turnover important. Parce que tu peux être découragé, désabusé, c'est pas évident au début, surtout que tu n'as pas encore toutes les compétences. Et après, sur des collaborateurs plus confirmés, tu les monitores uniquement sur le résultat. Ok. Ce qui est plus challengeant. Bah ouais, moi tu lui dis écoute, moi je te laisse vivre tant que tu me fais 2 placements et tu te débrouilles comme tu veux. Si tu as fait tes 2 placements, vendredi midi, tu peux aller faire un tennis, il n'y a pas de problème. Donc après, voilà, c'est au manager d'évoluer aussi dans son management, d'avoir une connaissance de son collaborateur qui est forte pour identifier ses leviers de motivation. Et c'est pas parce que tu es avec un top biller que tu peux pas essayer de lui en demander plus. Tu fais 300 000 par an, c'est bien. Bon, va essayer de chercher plus en travaillant peut-être sur des indicateurs de performance plus quali qui vont te permettre de générer plus de chiffres. Ok. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un consultant junior n'y arrive pas ou n'arrive pas à performer? C'est ça ma question. Alors, déjà, c'est un job où il faut avoir des qualités relationnelles assez importantes. Quand tu sors d'école de commerce ou d'une formation, tu es relativement jeune, t'as pas vraiment expérimenté, si ce n'est à l'occasion de stage ou d'alternance, t'as pas été confronté au monde professionnel. Là, tu es en B2B, tu vends du service, tu vends du RH, du recrutement, tu es au succès, t'as jamais trop fait de prospection, donc tu peux rapidement être un peu tétanisé à l'idée de prendre ton téléphone et d'appeler des gens qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont jamais attendu par ailleurs. Donc, tu as ce côté un peu
jeune, timide, etc., qui peut être assez frustrant. Et puis, à un moment donné, si tu vois que tu n'as pas la fibre relationnelle et commerciale, tu t'en aperçois assez rapidement. Et c'est vrai que là, tu peux être un peu démotivé et tu vas plutôt privilégier, soit, si tu veux continuer de travailler dans le recrutement, d'aller en entreprise, soit de changer de voie ou de vendre du produit. Ok. Tu dirais que, donc, si je comprends bien, effectivement, il y a cet élément. Moi, de ce que je remarque par rapport au fait que j'accompagne des consultants recrutement, alors ils ne sont pas juniors, mais souvent, il y a la question aussi de la quantité de travail qui est effectué. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà remarquées? Le fait de ne pas forcément se donner à fond, de pas, au-delà même de ne pas forcément appeler, mais de ne pas faire les actions qu'il faut pour y arriver. Et par là, j'entends des actions commerciales. Euh, Très honnêtement, rarement. Parce qu'en Ok. général, quand tu es jeune et quand tu démarres une carrière professionnelle, tu as envie de réussir. Donc tu te donnes les moyens. Et puis tu es beaucoup à l'écoute de gens un peu plus confirmés. Donc pas trop. Si vraiment tu n'es pas motivé, déterminé dans ce travail, autant pas commencer. Donc j'ai pas trop rencontré ça. J'ai plutôt rencontré des difficultés de collaborateurs qui n'arrivaient pas à transformer leurs actions. Et donc, c'est là où tu as un plan d'accompagnement à mettre en place avec eux pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de clés pour réussir. Et ensuite, après, normalement, ça marche. Il y a des gens qui sont techniquement très bons et qui ont besoin de passer peut-être 10 appels. Hein, et tu as des gens qui sont un peu moins bons, mais eux, ils vont passer 50 appels, mais ils vont peut-être avoir le même résultat que celui qui a passé 10 appels. Donc, t'en as, ils sont sur du quanti, ils enchaînent. Ça marche aussi. Hein. Moi, j'en ai connu beaucoup, hein, des gens qui étaient... c'était pas des stars, mais ils avaient une grosse détermination, une grosse endurance, un gros engagement personnel, et ils compensaient leur déficit un petit peu je dirais de transformation via le quanti. Donc c'est pas parce que t'es pas super bon que tu vas pas ou que t'as pas un talent commercial que tu ne peux pas réussir. Ok. Est-ce que tu te souviens de la meilleure performance d'un de tes top billers dans tes équipes? Ouais, c'est possible, j'en ai eu pas mal. Tu parles en chiffres purs? Ouais, en chiffres. Ouais, je sais pas, peut-être il y en a un qui avait fait 500 000 Ok. par an. Ouais. Et tu te souviens, il était sur quel spé? Ah, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect compta-finance. Ok. Et en plus, c'était d'autant plus difficile de faire 500 000 qu'il y avait une segmentation donc fonctionnelle et géographique, que tu as connue d'ailleurs. Donc, il a fait 500 000 sur la compta dans le 93. Ok. Ah. Ok. Donc, après, j'ai connu d'autres performeurs qui faisaient aussi plus, hein, mais quand j'avais commencé à la banque, je m'en rappelle, on était trois collaborateurs, on était tous à plus de 500 000. Bon, après, c'était un marché en lancement, donc c'était un peu plus facile. Alors justement, tu as anticipé un petit peu ma question. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à faire 500 000 ou qu'est-ce qui fait qu'un consultant sur une spécialisation métier géographique peut faire 400, 500, peut-être un peu plus sur une année? Quelles compétences ça demande? Alors, de l'engagement, de la détermination, ça, on est d'accord. Du courage et du travail, ça, c'est la base. Après, ce qui fait la différence, c'est ta capacité à bien maîtriser ton marché. Quand tu es spécialisé dans une région donnée, tu connais tous les acteurs, clients et candidats de ta zone. Donc après, tu peux rapidement trouver des synergies, mettre en place des effets de mutualisation qui te permettent d'être au courant de qui recrute et de proposer la solution. Donc c'est essentiellement de la segmentation et de la spécialisation et de la connaissance marché qui te permet d'être un top biller. Vaut mieux avoir une plus petite zone, de travailler que sur un ou deux métiers et de les actionner à fond plutôt que d'essayer de se disperser en essayant de travailler sur de la compta dans le 93, sur un RH à Marseille, etc. Donc, ma reco, quand tu te lances dans ce business, c'est plutôt de se spécialiser et de travailler sur une région donnée. Et une fois que tu as un peu exploré toute cette région, à ce moment-là, tu agrandis ton territoire de chasse. Soit en recrutant, soit en le faisant par toi-même. C'est quoi le risque selon toi quand on est généraliste du coup? Alors moi, j'aime pas trop travailler sur plusieurs spécialisations ou être généraliste parce que c'est comme quand tu reçois un prospectus dans ta maison.
où tu reçois un prospectus, je suis maçon, je suis peintre, je suis chauffagiste, je suis tout ce que tu veux. Donc, tu as un indice de confiance dans l'ouvrier qui est assez faible parce que tu te dis, il ne peut pas tout faire. Donc, vaut mieux faire moins et mieux que vouloir se disperser parce que tu auras un domaine de compétences et tu auras un niveau d'expertise qui sera plus faible, forcément. Super intéressant, merci. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je voulais quand même avoir ton avis sur le sujet. Ah ben moi, je suis un pro de la spécialisation. Donc, après, il y a des cabinets généralistes qui ont ouvert des sous-cabinets spécialisés. C'est assez intéressant en termes de développement de structures d'entreprise. Ça marche. Mais encore une fois, tu as des spécialistes par BU. Après ton expérience chez Walters People, tu lances, enfin tu te mets à ton compte. Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui ce que tu fais? Alors, moi, aujourd'hui, je suis à mon compte. Donc, j'ai ouvert une agence d'intérim et de recrutement spécialisée sur les métiers support. Et je travaille à mon compte, tout simplement. Donc, j'ai repris un peu ma casquette de producteur et j'accompagne des partenaires candidats et clients et je les mets en relation. Toujours sur la finance d'entreprise? Toujours. Ok. Pas d'audit et d'expertise comptable? Non, Ok. non, Ok. non. Moi, c'est plutôt compta, finance, RH, paye, un peu d'ADV. Ok. Il faut quand même que tu fasses ta pub. Ouais, merci, c'est gentil. Ok. Et alors du coup, pourquoi tu fais le choix? En fait, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus ces dernières années. Des directeurs comme toi qui lancent leur cabinet, qui se lancent à leur compte en tant qu'indépendants. Pourquoi en 2020, 2021, j'ai plus la Ouais. date exacte, Fin tu fais le 2020. choix, fin 2020. Pourquoi tu fais le choix de lancer finalement ta propre activité? Alors, on était en période post-Covid. Je sais pas si c'était la crise de la quarantaine ou je ne sais quoi, mais j'avais envie d'autre chose. Ça faisait, comme tu l'as dit, 13 ans que j'étais chez Walters. Je m'y sentais bien, j'avais une belle position, j'étais, semble-t-il, assez respecté dans la société. Donc, tout allait bien et ça peut paraître effectivement un peu insensé de se dire je vais quitter un poste de directeur pour revenir et lancer un poste de producteur à mon compte. Mais j'avais besoin de me recentrer sur moi-même. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de travailler différemment. J'étais en recherche d'un équilibre entre vie pro et vie perso plus important. Et donc j'ai décidé effectivement de voir mon patron et de solliciter un départ. Essentiellement pour me recentrer sur moi-même, penser à moi et puis me dire que j'étais capable aussi de me challenger, de me mettre un peu dans l'inconfort pour avoir une deuxième carrière professionnelle, mais cette fois-ci à mon compte. C'est super intéressant. La semaine dernière, j'ai échangé avec un directeur de CAB qui me disait que le modèle était remis en question. Le modèle des cabinets de recrutement était remis en question de par la montée de l'indépendance. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est le cas? En tout cas, j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Oui et non. Ça dépend dans être indépendant ou se mettre à son compte. C'est intéressant à partir du moment où tu as déjà développé des acquis professionnels. Te lancer comme ça à ton compte en tant que consultant sans avoir déjà travaillé dans l'industrie du recrutement, pour moi, c'est super compliqué. C'est même impossible. Parce que tu n'as pas la méthode, tu n'as pas la discipline, tu n'as pas les codes, tu n'as pas la compétence, tout simplement. Être indépendant ou à son compte, c'est pas forcément travailler moins et gagner plus non plus, tu vois. Alors ok, tu travailles quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, t'as pas de patron derrière toi, mais ça a aussi, à un moment donné, quelques contraintes. Il faut que tu sois discipliné, il faut que tu sois auto-responsable de ton activité, donc tu travailles pas pour un patron, tu travailles pour toi, c'est encore plus challengeant, tu vois. Il y en a qui ont besoin d'une structure, d'un environnement, de synergie, d'effets de mutualisation, parce que quand tu es indépendant ou à ton compte, tu travailles tout seul.
Donc, c'est toi qui vas chercher le candidat, c'est toi qui vas chercher le client, c'est toi qui drive tout le monde, c'est toi qui mets en relation. Quand tu es en cabinet, tu peux bénéficier du soutien de 50, 60 consultants qui recrutent des gens et tu peux placer le candidat qu'un copain a recruté. Donc, tu as quand même des synergies qui sont très importantes et qui te permettent de générer, à mon avis, plus de chiffres en cabinet, même si le taux de commissionnement est clairement plus faible que si tu te payes tout seul, que si tu es tout seul, tu vois. Donc 300 000 en cabinet, si tu fais 300 000 en cabinet, il y a peu de chances que tu fasses 300 000 en indépendant. Donc ça dépend. Il y en a, ils aiment bien être au contact des gens, travailler en collectif, avoir du monde, du bruit, de l'émulation. Quand tu es à ton compte, c'est différent. Il faut que tu te structures toi-même, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu te motives. T'as personne qui va te dire j'ai une liste de candidats à placer, j'ai X leads à traiter. Donc ça nécessite une autonomie et une capacité à se responsabiliser qui est beaucoup plus importante. Et ça, je pense qu'il faut avoir 3-4 ans minimum d'expérience pour être capable de le faire. 3-4 ans d'expérience en cabinet? Ouais, ou dans le recrutement. Ok. Dans le recrutement. Après, le cabinet, c'est quand même super formateur. Faut dire les choses. Donc, je vois l'indépendance qui se démocratise. C'est bien. Moi, je l'ai avec des collectifs ou en solo. Ça peut être intéressant, mais il faut avoir un peu d'expérience parce qu'autrement, tu peux vite être confronté aux difficultés un petit peu de travailler en solo, d'être isolé, de te motiver toi-même, tu vois. Donc c'est pas si rose que ça d'être à son compte. Il faut quand même supporter cette pression, cette charge. Tu travailles pour toi, comme je te le disais. Donc, bon, moi, j'ai la chance de faire de l'intérim. Donc, j'ai quand même cette capacité à générer des revenus récurrents qui me donnent de la visibilité grâce à un linéaire d'intérim qui est présent. Donc, ça, c'est quand même une vraie soupape de décompression. Mais si tu fais que du perm, ce qui est souvent le cas des indés parce qu'ils n'ont pas forcément la caution intérim, là, tu commences tous tes mois à zéro. Tu as des délais de recrutement qui peuvent être longs, des délais de paiement, n'en parlons pas. Donc, tu as beau placer un gars qui te fait faire un fee à 12 000 le 12 du mois, ça se trouve être payé dans 60 jours. Et comment tu fais pour vivre pendant 2 mois? Donc, c'est bien, mais il faut avoir le mindset, la structure mentale, la résistance un peu à la pression financière qui est importante, et avoir une forme de relâchement important en t'appuyant sur tes savoirs de consultant qui a de l'expérience, quoi. Super, merci beaucoup. Justement, tu disais qu'il fallait être autonome, il fallait être autodiscipliné, notamment sur la prospection pour aller chercher ses propres clients. Il y a beaucoup de consultants en recrutement qui recherchent des hacks de prospection en faisant le moins possible. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tiens, on voit beaucoup de trucs. Je sais pas si tu as vu passer comment automatiser sa prospection, créer des séquences de messages. Alors, je dis pas que ça marche pas, hein, attention. Je pense que ça peut marcher, ça dépend comment c'est fait, etc. Mais qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que rien n'est plus efficace que le téléphone. C'est un avis purement personnel. Ta RH, un peu intellectuel. Tu vois, envoyer des séquences avec des smileys tous les 2 jours, franchement, moi je suis DRH, j'ai 45, 50 ans, ça m'intéresse pas. Je préfère déranger quelqu'un, l'appeler, quitte à avoir une approche un peu authentique ou différenciante, quitte à me prendre une bâche, une objection, mais au moins avoir eu la chance via mon approche relationnelle, de pouvoir essayer d'aller chercher un deal avec quelqu'un en lui parlant directement. Donc moi, je suis un peu tradit dans mon approche. Donc tout ce qui est séquence, automatisation de mails, etc., moi, je le fais pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est des mails ultra personnalisés
tu vois. Quand tu es curieux, que tu te renseignes un petit peu, que tu vois un peu le profil des gens, leur goût, sur quoi ils communiquent, souvent, si tu as un mail très personnalisé, tu peux susciter la curiosité à l'idée qu'ils te répondent. Mm. J'ai une expérience avec l'ancien DRH de McDo, c'était un fan absolu d'un club de foot de Saint-Étienne. Je lui ai raconté une petite histoire autour de Saint-Étienne, j'ai décroché le rendez-vous comme ça, tu vois. Alors c'est con, mais ça marche. Si tu envoies un bonjour madame avec le prénom qui est écrit automatiquement, avec un smiley, moi je me fais prospecter, je réponds jamais à ce genre de mail. Donc je suis pas trop sur cette approche un peu automatisée mail. Ok. Le DRH de McDo, tu l'as prospecté par mail du coup. Bah, du coup, je l'avais pas au téléphone, donc j'ai Ouais. vu qu'à chaque fois, il était fan des Verts. Donc, je lui ai raconté une histoire comme quoi j'avais vu la finale de Coupe de France de Paris, Saint-Étienne, et il m'a donné un rendez-vous avec son adjoint. Ouais. Ok. Euh, Donc, tu vois, ouais, comme quoi ça marche. la personnalisation, ça marche par mail. L'automatisation quanti, où tu balances tout azimut les mêmes mails à différentes personnes, moi, j'y crois pas. Mm. Ok. Donc moi, je dis toujours, et je l'applique pour moi-même, alors, vaut mieux prendre son téléphone, se donner la chance de parler à quelqu'un, et après, tu verras ce qui se passe. Tu as commencé à répondre au début, à ma prochaine question. La personnalisation, ça fait partie effectivement d'un bon début de relation, en tout cas pour créer une relation et du lien avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête? Oui, ce qu'il faut, c'est être à l'écoute, comprendre les gens, s'intéresser à eux, être capable de déceler un petit peu les opportunités en amont via une très bonne préparation commerciale, et puis après, de créer de l'échange. Mais pas de l'échange intéressé, de l'échange, tu vois, où tu essayes de comprendre les enjeux de la personne avec qui tu discutes, dans un axe et dans un but de l'aider. Tu vois, si tu lui fais comprendre que tu es trop, comment tu peux dire ça, intéressé à l'idée de faire un placement, etc., ça va pas marcher. Si tu essaies de comprendre ce dont il a besoin en reformulant, en précisant un petit peu ces critères, à ce moment-là, tu vas créer de la proximité relationnelle et tu vas potentiellement t'en faire un ami, et ensuite tu vas pouvoir créer du lien et, je l'espère, une collaboration. Donc ce qu'il faut, c'est être soi-même, à l'écoute, comprendre les gens et leur apporter une solution. Donc toi, c'est ce que tu fais au quotidien depuis plus de 15 ans. Ouais, bientôt 20. Ah ouais, bientôt. Ouais, je suis un vieux. Je me rendais pas compte. Ok, et du coup, aujourd'hui, tu travailles principalement, toi, avec des grands groupes, des TPE, des PME. C'est qui tes cibles? J'ai un peu de tout. Bon, bon, 20 ans, quand même, tu as la chance de bénéficier d'un petit réseau. Donc, c'est vrai que chez Walter, j'avais travaillé beaucoup sur le développement de grands comptes que j'ai pu naturellement récupérer ou continuer de collaborer avec eux. Mais tu as aussi des très belles PME de 100, 150 personnes avec qui je travaille et qui sont des très bons partenaires de notre société. Donc, il n'y a pas de petits clients. Il y a pas le seul client avec lequel je ne travaille pas, c'est celui qui paye pas, tu vois. Donc, à partir du moment où le client est solvable, mais encore une fois, si tu l'as bien écouté, si tu as bien compris ses enjeux, ses objectifs, sa vision, comment il veut développer sa boîte, déjà, tu as des indices un petit peu de confiance qui te disent, ouais, c'est une boîte sérieuse, c'est une boîte solide, il y a du potentiel et naturellement, ils vont être capables de payer ma facture. Donc, moi, je préfère toujours travailler avec plutôt des PME, tu vois, qui sont peut-être un peu moins regardantes sur le prix, mais qui sont plus sensibles au travail un peu sur mesure, plutôt qu'avec des grands groupes qui, eux, appellent d'offres, te saignent sur les prix, n'ont pas forcément ce rapport un peu exclusif qu'ils pourraient avoir qu'une PME pourrait avoir avec toi, parce qu'ils travaillent au succès, ils sollicitent d'autres personnes, ils ont des conditions commerciales quand même assez serrées. Donc, je privilégie quand même plutôt les petits moyens comptes. Tu parlais de sur-mesure à l'instant. Comment est-ce qu'on accompagne une entreprise sur une prestation de recrutement
sur du sur-mesure, ou comment est-ce qu'on fait pour personnaliser un maximum un service qui est a priori le même que la plupart des cabinets de recrutement? Alors, sur mesure, c'est un grand terme, mais disons de travailler de manière exclusive avec une vraie réactivité, une vraie proximité avec le client. Ok. D'accord? Ça, c'est important. Et si tu veux, tu es dans un rapport un petit peu cordial avec ton client. Tu n'es pas dans un rapport client-fournisseur. Moi, j'essaie d'instaurer des relations d'égal à égal. Et après, ce qui fait la différence, très honnêtement, c'est le consultant, tu vois. C'est son écoute, c'est sa capacité un peu à parler de tout et de rien, pas, tu vois, de pas être juste concentré sur le travail, de faire passer un bon moment aux gens, tu vois, pendant 5 minutes, de leur donner un petit échappatoire parce qu'ils ont des réunions, des reportings, des trucs, des Excel à faire. Donc, à un moment donné, être sympa avec les gens pour non pas leur faire passer une bonne journée, mais au moins qu'ils puissent pendant 5 minutes à la fois bosser, mais dans de bonnes conditions avec quelqu'un qui les fait rigoler 2 minutes. C'est ça qui te permet d'avoir une relation un peu sur mesure ou exclusive avec les gens. C'est ça qui te différencie. Ouais. Et est-ce que justement, tu as une expérience à nous partager d'un client, d'un prospect qui est devenu un client, mais un très très bon client comme ça, et à contrario, une expérience où ça s'est super mal passé, et nous expliquer pourquoi? Ouais, tu sais, dans la vie de l'entreprise, les choses évoluent, changent. Donc, ce qui façonne une relation réussie, déjà, c'est ta disponibilité. Ça, c'est super important, hein. Tu es au service des gens, tu es là pour les aider. Tu vends du recrutement. Moi, je vends de l'intérim. Donc, c'est un métier très transactionnel. Si tu n'es pas disponible et réactif, tu vas pas mettre en place une collaboration réussie sur du long terme. Donc, ce qui fait que ça marche avec un client, c'est que tu le sers rapidement, avec si possible peu de back-out ou peu d'erreurs de casting, et que tu sois pas non plus dans une approche trop insistante, tu vois. Le client, s'il te fait confiance, à un moment donné, quand il aura un besoin, il va te le transmettre, d'accord? A contrario, j'ai eu une expérience malheureuse il y a quelques mois où j'ai vraiment beaucoup accompagné un client. J'ai fait 10, 15, 20 recrutements. J'étais quand même assez satisfait de ma performance. Il y a eu un changement de DRH et le nouveau DRH a voulu remettre tout sur la table, et à un moment donné, il n'a pas pris en considération tout le travail que j'avais mené, tu vois. Et il a commencé avec un ton un peu condescendant. J'ai eu le sentiment qu'il me manquait de respect et qu'il ne prenait pas en considération, encore une fois, le fait est que je l'ai humblement contribué à staffer les équipes. Et il m'a parlé comme si j'étais un débutant de 3 mois. Et donc, dans ces conditions, moi, j'ai préféré arrêter de travailler avec lui. Donc, en général, moi, je suis assez sensible tu vois, à la reconnaissance et au respect. On fait un métier difficile déjà, tu vois. On travaille au succès pour la plupart du temps. On est mis en concurrence. On avance dans l'intérim l'argent aux clients. Si derrière, en plus, il n'y a pas cette reconnaissance et il considère que c'est normal et qu'il me fait une fleur de travailler avec moi, je ne l'ai pas attendu, tu vois. Donc, je lui ai gentiment dit que dans ces conditions, on n'allait plus travailler ensemble. Merci pour ce partage. Tu viens de dire que tu étais au succès, donc toi, tu as fait le choix effectivement du succès. Il y a une petite guéguerre un petit peu entre ceux qui sont au succès, ceux qui sont en exclu, qu'on voit parfois paraître sur LinkedIn. Pourquoi tu n'as pas fait le choix d'exclusivité ou de la compte? Parce que je n'ai pas été éduqué comme ça, déjà. Et moi, je considère que l'exclu, elle se gagne, tu vois, même si tu es au succès. Tu vois, si tu bosses bien, le client, il n'a aucune raison de te mettre en concurrence. Tu vois, sauf quand tu lui dis j'y arrive pas, allez voir ailleurs, ce qui renforce ta crédibilité par ailleurs. Donc moi je dis toujours l'exclu ça se gagne même si tu travailles au succès. Tu vois, donc ça me dérange pas de travailler au succès, au contraire c'est un argument de vente pour moi, de dire j'ai aucun problème à ce que vous me mettiez en concurrence. Ça va générer une motivation supplémentaire pour moi et je vais essayer d'être encore plus performant que mon concurrent. Et parfois, il y en a, ils disent OK, et parfois, il y en a, ils disent non, je vous fais confiance, je vous donne le job pendant 48 heures, et puis après, on verra. Mais d'ici là, elle a déjà eu normalement des candidats.
Donc, ça me rappelle mes vieux souvenirs de consultant où, à un moment donné, on monitorait beaucoup les consultants sur la prise de rendez-vous. Ouais. Moi, je disais, OK, tu prendras rendez-vous quand tu auras placé. Tu inviteras ton client à déjeuner quand tu auras placé. Parce que si tu vas en rendez-vous, le temps que tu prennes le métro, le temps que tu ailles en rendez-vous, le temps que tu rentres, ça se trouve, pendant ce temps-là, ton concurrent, il aura envoyé 2 candidats au client et toi, tu seras même pas encore rentré au bureau que c'est la concurrence qui aura organisé les entretiens. Donc, le rendez-vous, c'est après le closing. C'est marrant parce que ça me fait penser à ce que je disais la semaine dernière. Je me souviens d'une formation que tu avais animée où tu parlais effectivement, enfin tu nous formais sur les métiers de la comptabilité et tu nous expliquais comment ça se passait avant. Enfin avant. En tout cas, il y a 10-15 ans. Au XXe siècle. Et je me souviens que tu nous avais dit à l'époque, ce que je faisais, c'était que je sélectionnais, je sais pas, 5, 6, 7 CV de comptables et que j'allais en rendez-vous pour présenter mes candidats. Alors maintenant, c'est un peu différent parce qu'on les envoie par mail, etc. Mais tu dis qu'effectivement, c'était un argument de se déplacer, tu vois, et de présenter pour voir, et surtout booker finalement les entretiens. Est-ce que c'est toujours des choses que tu fais aujourd'hui? Comment, selon toi, les méthodes ont évolué? Alors oui, à l'époque, tu pouvais arriver en rendez-vous, parce que c'est toujours bien de prendre un rendez-vous, même si parfois la concurrence peut te doubler au moment du rendez-vous. Mais ce qui est important par rapport à l'exemple que tu donnes, c'est que si tu prends un rendez-vous avec un client, c'est qu'il a un intérêt à te recevoir. À moins qu'il ait vraiment rien à faire de sa journée, normalement, il a un intérêt à te recevoir. Si tu es malin, tu vas regarder un petit peu qui il recherche. Si tu es encore plus malin, tu vas effectuer une pré-recherche avant même d'avoir signé un mandat au moment du rendez-vous, arriver avec des solutions, tu vois. Au moment du rendez-vous, tac, tac, tu discutes, et puis à un moment donné, tu sors ta munition, ta botte secrète, et tu sors le CV. Et là, si tu es en capacité de vendre le candidat au moment du rendez-vous, voire d'organiser le rendez-vous au moment où tu es en discussion avec le client, bah, tu as tout gagné. Comment tu utilises ce que tu as appris il y a 10-15 ans aujourd'hui sur ton activité? En tout cas, qu'est-ce que tu as gardé et qu'est-ce que tu as jeté? Alors, bon, ce que j'ai gardé, bah, c'est mon savoir, ma compétence. Donc ça, c'est évident. Ce que j'ai gardé, bah, c'est ce que j'ai appris, hein. Moi, j'étais très donc dans la spécialisation compta finance, l'approche candidat. Donc moi, je travaille à partir du candidat et ensuite, je vais chercher le client. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à maximiser en termes de transformation que de partir du client, de partir à la pêche sans avoir en plus derrière la solution candidat. Donc moi, c'est approche candidat, c'est référence professionnelle, c'est CV en open, c'est appel de relance suite CV open. Donc je pars tout le temps du candidat, donc c'est ça que j'ai gardé. Ce que j'ai éliminé, bah, c'est toute la partie reporting, ça c'est clair, il n'y a plus de reporting, si ce n'est mes petits calculs prévisionnels, mais sinon, non, ouais, les reporting, les extractions des CRM, tout ça, j'ai plus, quoi, c'est évident. Mais encore une fois, c'est pas le même métier. Moi, je m'auto-drive tout seul, si tu veux, j'ai pas besoin de savoir combien j'ai fait d'appels, je le sais. Et puis, tu as 20 ans de métier. Oui, mais je suis en train, j'ai pas besoin d'un reporting pour auto-analyser ma propre activité. Par contre, quand tu es manager, tu as besoin d'avoir une vision globale du travail de tes équipes. Donc là, tu sors des extracts, des reportings et tu essayes d'aller voir à l'intérieur du KPI ce qui est améliorable. Non, mais ouais, c'est clair, je suis d'accord. Hyper intéressant. Si tu devais donner un conseil à un consultant en recrutement qui démarre sa carrière, quel conseil tu lui donnerais pour gravir les échelons plus rapidement? Parce que en fait, toi, j'avais regardé ton profil, mais tu as réussi à évoluer sur tes 4 premières années en cabinet, tu as réussi à évoluer chaque année. Chaque année, tu avais une nouvelle évolution, ce qui n'est pas commun. Alors, ça arrive souvent, mais ce n'est pas non plus commun. Souvent, c'est tous les 1 an et demi, 2 ans, tu me dis si je me trompe. Un consultant junior qui arrive, qui veut gravir très rapidement les échelons, quel conseil tu lui donnerais?
de travailler dur, Ouais. de se donner les moyens d'y arriver, de ne pas avoir de regrets en fait. Tu vois, donne tout ce que tu as, tu verras si ça marche. Si ça marche, tu seras très fier de toi, tu seras très accompli, tu vas pouvoir faire plaisir à tes proches. Si ça marche pas, tu auras essayé et au moins tu sauras rebondir autrement tout en conservant cette détermination et cet engagement. Donc, le meilleur conseil, c'est fais-toi confiance, donne tout ce que tu as, apprends, écoute les gens, intéresse-toi aux gens, récupère tout ce qui est récupérable des anciens, des plus confirmés. Et normalement, si en plus tu as une tête bien faite et que tu es un peu sympa, ça devrait marcher. Moi, je disais toujours aux jeunes consultants, ils me disaient comment il faut que je fasse pour réussir. Je leur dis sois sympa. Juste sois sympa. À l'écoute et sympa. Et tu vas Ouais. réussir. C'est marrant ce que tu me dis parce que ça me fait penser à un truc qu'un de mes managers m'avait dit chez Walter Stifel tout début. Il m'a dit, mais en fait, Camara, je passais mes calls, il m'écoutait et tout. Et il me dit, mais Camara, en fait, t'es pas technique, mais t'es sympa. Ouais. Et ça m'avait grave piqué à l'époque. Et je me suis dit, Ouais. non, faut que je devienne technique. La technique, on s'en fout. Franchement, je veux dire, on s'en fout. Ça s'apprend. Tu vois, ça se développe. La sympathie, la bonne humeur, le sourire, l'écoute, s'intéresser aux gens, tu l'as naturellement ou tu l'as pas. Tu vois, je me rappelle de toi, hein, tu avais le sourire, le soleil, ça donnait envie. Parce qu'encore une fois, tu apportes un court moment de décompression, voire de sourire, de rigolade, de bonheur à une personne qui est derrière son écran toute la journée. Donc, c'est super important. Les gens travaillent avec une personne avant de travailler avec une marque ou un cabinet. Ouais, c'est clair. Donc, il faut être heureux de faire ce qu'on fait, même si c'est pas facile tous les jours, et le retranscrire. Parce que si tu mets de l'engagement, de la passion, de l'énergie avec une personne, en rendez-vous, au téléphone, la personne va se dire, bah, elle va mettre le même niveau d'engagement et de passion pour effectuer ma recherche. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pas facile tous les jours, mais tu peux compenser les difficultés par la passion, l'engagement, la détermination et l'envie. Et en général, et c'est valable pour je pense, hein, pour n'importe quel métier, si tu es dans cette approche-là, en tout cas, tu te donnes les chances de réussir. Et quel conseil tu donnerais à un consultant qui veut se lancer en tant qu'indépendant? Parce que c'est pas exactement peut-être Alors, la même chose. c'est déjà de bien préparer le terrain. D'accord. Ça dépend dans quelle structure tu travailles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un employeur assez conciliant. On s'est arrangé, il m'a laissé partir. Donc, c'était plus facile. Donc, bien préparer le terrain, si possible, lever la clause. Si possible, préparer le terrain commercialement. D'accord. Pas forcément dire aux clients que tu vas partir, mais lister un petit peu les clients dont tu penses qu'ils seraient OK pour continuer à travailler avec toi, pour avoir un pipe business immédiatement, d'accord? Parce que même si tu as un peu d'économie ou que tu bénéficies du soutien de France Travail, Ouais, c'est ça. bon, à un moment donné, il faut vivre. Donc, il faut être en capacité de bien avoir sa prépa commerciale, son réseau client actionnable très rapidement, et ensuite de structurer ton activité parce que on a tendance à penser, ouais, c'est bon, j'ai un téléphone et j'y vais, c'est bon, quoi. Non, il te faut des outils, il te faut un comptable, il te faut une gestionnaire de paye, il te faut des prestats, il faut monter un site internet. Enfin bon, tu vois, il y a quand même plein de choses que tu gères pas quand tu es consultant. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, prépare le terrain, structure ta boîte, crée ta boîte, comment dirais-je, définis ta stratégie, ton positionnement, et ensuite, actionne le réseau client que tu as pour générer du business. Et puis après, c'est lancé normalement. Ok. Super, merci beaucoup. Greg, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager? Non, pas spécialement. Je suis ravi de discuter avec toi. Ça me fait plaisir de te revoir. Non, c'est un métier pas évident, mais c'est un métier quand même qui est assez riche parce que tu rencontres beaucoup, tu parles avec beaucoup de gens, tu rencontres beaucoup de gens. Moi, ce que j'ai appris, en fait, c'est que j'ai appris à me connaître.
Tu vois, je suis arrivé dans ce métier, j'étais un peu tout fou, j'étais un petit con, je pensais qu'à faire de l'argent, peu importe, si je pouvais pousser quelqu'un, je l'aurais poussé, tu vois? Avec le temps, tu te dis: «Bon, tu es là pour aider les gens, que ce soit des clients ou des candidats», hem et grâce à ces gens, que ça soit des clients, des candidats ou même des collègues, hein, tu apprends, beaucoup sur, les gens, sur toi et ça te permet et c'est ça qui m'a, permis de me libérer de de ce poids de, l'égocentricité ou de l'égoïsme ou du chiffre, à tout prix. Et ben, ça m'a permis de me découvrir moi-même, de me comprendre, d'être, plus ouvert d'esprit, d'être moins con, d'être, je l'espère, un peu plus authentique et naturel. Donc, Mmh. voilà, c'est quand même un métier où tu apprends des gens et au final, tu apprends sur toi-même. Donc, ça, c'est quand même, quelque chose de très intéressant que tu n'as pas, à mon sens, dans tous les métiers. Non, c'est clair. En tout cas, c'est joliment dit. Effectivement, je garde un super, bon souvenir de ce métier, moi aussi, et je trouvais que c'était une chance pour moi d'avoir accès à des informations dont j'aurais jamais eu accès ou de parler avec des gens. En fait, moi, ce qui m'avait beaucoup, surprise et que j'adorais, c'était que je pouvais parler avec des personnes avec lesquelles j'aurais jamais pu parler, en fait, si je faisais pas ce métier. Ouais, complètement. Bah, tu peux parler à l'assistante de la DRH, comme tu peux parler au DG, tu peux parler à l'hôtesse d'accueil. Donc, non, tu as une pluralité de contacts qui ont tous quelque chose à t'apprendre. Ouais. Donc, et moi, je dis toujours, mis bout à bout, l'addition de tous ces échanges, ça te permet de développer une ouverture d'esprit, de mieux comprendre les gens, de mieux comprendre comment ça marche. Et puis après, à titre personnel, d'avoir des rapports humains, quand même beaucoup plus authentiques, simples, sans se la jouer, quoi. Parce qu'au début, moi, j'étais dans une forme de séduction exagérée, tu vois? Mais c'était limite trop, tu vois? Parce que ça se voyait à des kilomètres. Donc, pour m'enlever et ça, transpirait en moi, tu Mmh. vois? J'étais tout le temps comme ça, en train d'essayer de séduire pour séduire, alors que j'étais marié, j'avais des enfants, tu vois? En plus, j'avais pas besoin. Mais, j'avais toujours cette volonté de devoir séduire, de plaire pour qu'on m'aime. Non, on t'aime pas parce que tu te travestis ou tu t'inventes un personnage. On t'aime parce que tu es sympa et tu fais du bon boulot. C'est tout. Génial, merci beaucoup Grégory. Bah, je t'en prie. C'était hyper sympa de te recevoir. Bah, merci pour l'invite, Camra. Avec grand plaisir. Écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite et puis je te dis, à très vite. Merci Camra, à bientôt. Bye bye.